Dans le paisible village verdoyant de Ninde, une femme douce nommée Aluma était allongée sur sa natte de paille, respirant ses derniers souffles. Son mari, Kato, était assis à ses côtés, tenant sa main fermement, des larmes coulant sur son visage. Leur petite fille, Ishia, âgée de seulement 7 ans, dormait dans la pièce voisine, ignorant que son monde allait bientôt changer à jamais. D'une voix tremblante, Aluma murmura à Kato. « Promets-moi que tu prendras soin de notre fille. Elle est tout ce que j'ai. » Kato hocha la tête, incapable de parler à travers sa douleur. Cette nuit-là, Aluma ferma les yeux pour toujours, et la vie d'Ishia commença à basculer d'une manière inimaginable. Au début, Kato fit de son mieux. Mais le chagrin affaiblit les gens, et la solitude est un fardeau lourd. Quelques mois plus tard, il se remaria avec une femme nommée Morla, une femme à la langue acérée et au regard froid, venue d'un autre village. Elle portait des vêtements colorés et des sourires fins. Mais derrière son visage maquillé se cachait un cœur plein de jalousie. Dès le premier instant où elle vit Ishia, Morla ressentit une obscurité monter en elle. Comment cette petite fille pouvait-elle être si belle, si pleine de lumière, alors que son propre cœur semblait de pierre? Kato, aveuglé par son besoin d'amour, ne voyait pas la façon dont Morla regardait Ishia. Il pensait réparer leur famille brisée. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il venait d'ouvrir la porte à un cauchemar. Et la petite Ishia, douce et innocente, allait payer le prix d'une promesse faite par sa mère dans son dernier souffle. Au début, Morla jouait la comédie devant Kato. Elle souriait lorsqu'il était à la maison, faisait de faux compliments à Ishia et lui tressait même les cheveux à quelques reprises. Mais dès que Kato franchissait le seuil de la maison, tout changeait. Le sourire de Morla disparaissait, et ses yeux devenaient froids comme des pierres. Ishia ne comprenait pas au début. Elle pensait avoir fait quelque chose de mal, mais la cruauté devint bientôt évidente. Cela commença par de petites choses. Morla oubliait, accidentellement, de donner à manger à Ishia. Si la fillette demandait de la nourriture, elle recevait une gifle ou s'entendait dire « Tu as déjà mangé, petite gloutonne ». Lentement, le petit ventre d'Ishia commença à se creuser, et ses joues perdirent leur rondeur. Ses vêtements autrefois brillants disparurent un à un. Un matin, elle se réveilla pour trouver son uniforme scolaire en train de brûler dans le feu de cuisson. Morla se tenait là, regardant les flammes, un sourire aux lèvres. « Voyons à quel point tu te sens jolie maintenant », dit-elle froidement. Kato restait aveugle à tout cela. C'était un homme travailleur, souvent absent au champ du lever au coucher du soleil. Lorsqu'il rentrait, Morla l'accueillait avec un bol de soupe chaude et des mensonges mielleux. Ishia tenta une fois de lui parler, mais Morla l'avait menacé. « Dis un seul mot, et je ferai en sorte que tu disparaisses comme ta mère. » La peur dans la voix de Morla paralysa la langue d'Ishia, alors elle resta silencieuse. Les larmes muettes devinrent son nouveau langage. La situation empira. Morla chassa Ishia de sa propre chambre et la força à dormir dans l'étable des chèvres. La nuit, le froid mordait à travers ses vêtements fins, et l'odeur du fumier rendait la respiration difficile. Mais même dans cette obscurité, Ishia trouva un ami, son chien, Tambo. Tambo était un grand chien brun aux oreilles douces et aux yeux bienveillants. Il avait grandi avec Ishia et restait toujours près d'elle. Chaque nuit, il se glissait dans l'étable et se blottissait contre elle, la réchauffant de son corps, léchant ses larmes. Quand Morla le découvrit, elle tenta de chasser Tambo, lui jetant même des pierres. Mais le chien ne partait jamais. C'était comme s'il ressentait sa douleur. Lorsqu'elle était trop faible pour pleurer, Tambo gémissait pour elle. Lorsqu'elle s'endormait en tremblant, il restait éveillé, surveillant la porte. Dans un monde devenu cruel et froid, Tambo était le seul fragment d'amour qu'il restait à Ishia. Et pourtant, son père ne voyait rien. Kato croyait Morla lorsqu'elle disait « Ishia fait juste des caprices. Sa mère lui manque, c'est tout. » Il embrassait le front d'Ishia et lui disait d'être forte, ignorant l'enfer que sa fille vivait chaque jour. Les murs de leur maison s'étaient transformés en prison, et le seul témoin de la souffrance silencieuse d'Ishia était un chien loyal qui refusait de la laisser sombrer. Chaque nuit, Ishia priait, non pas pour des jouets ou des friandises, ni même pour que sa mère revienne. Elle priait pour une seule chose, que quelqu'un, n'importe qui, voie enfin la vérité. En attendant, elle s'accrochait à Tambo et murmurait « Tu es tout ce que j'ai. » Et Tambo, avec sa loyauté silencieuse, semblait répondre « Je ne te lâcherai pas. »
Le jour où Ishia remporta un prix scolaire fut la première fois depuis longtemps qu'elle sourit de tout son cœur. Elle avait travaillé si dur, lisant à la lumière de la lune, étudiant malgré la faim, et n'abandonnant jamais, même quand Morla la forçait à nettoyer toute la cour avant l'école. Le prix récompensait la meilleure élève de l'école primaire de Ninde, accompagnée d'un certificat, d'une médaille et d'une salve d'applaudissements qui fit briller ses yeux. Pendant un instant, Ishia oublia la douleur. Elle se sentit vue. Elle se sentit fière. Ses camarades applaudirent, et même le directeur la félicita, disant « Cette fille ira loin un jour ». Les villageois qui assistaient à la cérémonie hochèrent la tête en signe d'approbation. Certains murmurèrent « Elle est comme sa mère. Si intelligente, si pleine de lumière ». Mais à l'arrière de la foule, le visage de Morla se tordit de rage silencieuse. Elle serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Comment cette fille, sa belle-fille, pouvait-elle attirer tant d'attention? Comment osait-elle briller, alors que Morla se sentait insignifiante? Plus elle voyait les gens féliciter Ishia, plus une obscurité envahissait son cœur. Ce soir-là, Morla ne dit pas un mot à Ishia. Elle servit le dîner à Kato comme d'habitude, souriant comme si tout était normal. Mais dans son esprit, tout s'emballait. Elle ne pouvait pas laisser Ishia gagner. Elle ne pouvait pas la laisser être aimée. Alors, elle échafauda un plan cruel, un plan que personne n'aurait pu prévoir. Le lendemain, Morla se rendit sur la place du village, le visage pâle et les mains tremblantes. Elle appela quelques anciens et parla d'une voix basse et effrayée. « J'ai besoin de votre aide », murmura-t-elle. Quelque chose ne va pas avec Ishia. Elle parle aux esprits. Elle se réveille la nuit en riant aux ombres. J'ai peur qu'elle fasse du mal à quelqu'un. Les villageois furent choqués. Ishia, cette douce et calme petite fille? Mais Morla ne s'arrêta pas là. Elle ajouta des mensonges jour après jour. Elle prétendit avoir trouvé des dessins étranges sous le lit d'Ishia. Elle dit que le chien Tambo aboyait contre elle comme si elle n'était pas humaine. Les gens commencèrent à murmurer. La peur grandissait. Elle est trop intelligente pour son âge, dit une femme. Peut-être que sa mère pratiquait de la magie noire, ajouta une autre. Peut-être qu'elle a gagné ce prix grâce à des charmes. En quelques jours, tout le village devint froid. Là où il y avait autrefois des sourires et des éloges, il n'y avait plus que des regards en coin et du silence. Les enfants reçurent l'ordre de ne plus jouer avec elle. Les enseignants commencèrent à l'éviter. Ishia ressentait tout cela, confuse et blessée, ne sachant pas ce qu'elle avait fait de mal. Kato, comme toujours, crut Morla. Peut-être qu'elle fait des caprices, dit-il en se grattant la tête. Donnons-lui plus de prières. Peut-être a-t-elle besoin d'une purification. Ishia tenta de lui demander ce qui se passait, mais il lui dit seulement de se taire et d'obéir à Morla. Son cœur se brisa encore, et Morla observa tout cela avec une satisfaction silencieuse. Ses mensonges avaient fonctionné. La lumière autour d'Ishia s'éteignait. Plus personne ne lui faisait confiance. Elle était seule, encore plus qu'avant. Mais cela ne suffisait pas à Morla. Elle ne voulait pas seulement qu'Ishia souffre. Elle voulait qu'elle disparaisse pour toujours. Ce prix, cette médaille, ce petit moment de joie, avait allumé une jalousie si profonde que seule une chose pouvait désormais l'apaiser, le silence. Le silence d'Ishia. Pour toujours. Et ainsi, alors que le village tournait le dos à la petite fille autrefois pleine de promesses, Morla commença à planifier son acte final. Le monde croirait ses mensonges, et personne ne connaîtrait la vérité avant qu'il ne soit trop tard. La nuit était sombre et lourde de nuages de pluie. Le tonnerre grondait dans le ciel, et le vent hurlait à travers les arbres comme un avertissement. Kato était parti tôt ce matin-là pour rendre visite à un cousin malade dans une ville voisine et ne reviendrait que le lendemain. Morla savait que c'était sa chance. Ses yeux étaient calmes, mais son cœur était empli de cruauté. Ce soir était le soir. Ishia ne vivrait pas jusqu'au matin. Ce soir-là, Morla agit soudainement avec gentillesse, ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle appela Ishia dans la cuisine et dit avec un sourire étrange « J'ai une surprise pour toi. Tu as été une fille si courageuse. Allons faire une petite promenade après le dîner. » Ishia la regarda avec des yeux confus, mais elle hocha la tête. Le moindre signe d'amour, même faux, la touchait encore. Morla lui tendit un bol de porridge chaud. Ishia n'avait pas mangé de la journée,
alors elle commença à manger rapidement. Elle ignorait que Morla avait mélangé une poudre soporifique dans la nourriture. En quelques minutes, ses paupières devinrent lourdes. Sa tête se mit à tourner, et ses jambes semblaient faites de coton. Morla lui prit doucement la main et dit « Viens, allons-y. C'est un endroit spécial que ta mère aimait. » Ishia essaya de marcher, mais ses pas vacillaient. Le monde autour d'elle était flou. Son corps bougeait, mais son esprit s'évanouissait. Elles marchèrent profondément dans la forêt. Les arbres se dressaient comme des gardes silencieux. Le vent se leva, et la pluie commença à tomber doucement. Ishia pouvait à peine se tenir debout. Elle trébuchait souvent, et Morla la tenait fermement, non pas avec amour, mais comme quelqu'un qui s'apprête à acheter quelque chose. Après une longue marche, elles atteignirent une clairière isolée, loin du village. Personne ne venait jamais ici. Morla regarda autour d'elle, puis laissa Ishia tomber sur le sol humide comme une poupée cassée. La petite fille gisait là, faible et étourdie, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle pouvait à peine parler. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Morla ne perdit pas de temps. Elle ramassa une pelle qu'elle avait cachée plutôt derrière un arbre et commença à creuser. La terre était molle à cause de la pluie, et elle creusait rapidement, respirant fort, son visage rempli de rage et de folie. Alors qu'elle creusait, un éclair zébra le ciel, illuminant la scène comme un cauchemar. Quand le trou peu profond fut terminé, elle traîna le petit corps d'Ishia dedans. Ishia cligna lentement des yeux, une larme unique glissant sur sa joue. Elle n'avait pas la force de se battre. Son corps était trop faible, et ses yeux se fermaient malgré elle. Ses dernières pensées furent pour sa mère, pour Tambo, pour les étoiles qu'elle comptait depuis son étable. Morla se tenait au-dessus d'elle, observant la respiration déclinante de la fillette. Puis, avec des mains froides et sans cœur, elle commença à recouvrir le trou de terre. Une pelletée, puis une autre. La terre couvrit les jambes d'Ishia, sa poitrine, son visage. Toujours en vie, toujours respirant. La pluie se mit à tomber plus fort. Morla essuya ses mains, jeta la pelle dans les buissons et s'éloigna sans regarder en arrière. Elle fredonnait une mélodie douce, comme si elle venait de border un bébé, et non d'enterrer une enfant vivante. De retour au village, Tambo dressa soudainement la tête. Ses oreilles frémirent. Quelque chose n'allait pas. Terriblement pas. Mais dans cette tombe humide et silencieuse, un cœur battait encore faiblement sous la terre. Ishia n'était pas encore parti. Pas complètement. Et la nuit n'était pas terminée. De retour au village, la pluie ne s'arrêtait pas. Elle tombait sur les toits et coulait en petits ruisseaux à travers les chemins de terre. Mais dans la petite cour où Ishia vivait autrefois, quelque chose d'étrange se passait. Tambo, son fidèle chien, n'était pas calme. Il tournait en rond, gémissant, grognant, grattant la porte avec ses pattes. Ses yeux étaient fous, et il poussait des hurlements profonds et forts qui réveillèrent les voisins. Au début, personne n'y prêta attention. Il pensait que l'orage rendait simplement le chien nerveux. Mais Tambo ne s'arrêtait pas. Il aboyait sans cesse, sautant sur la porte, grattant les murs, se jetant contre tout ce qui le retenait. Son nez frémissait. Il pouvait la sentir, faiblement, loin, mais il pouvait encore sentir Ishia. Quelque chose en lui savait qu'elle était en danger. Quelque chose allait terriblement mal. Après un moment, Morla revint. Elle était trempée, mais calme. Quand Tambo la vit, il aboya plus fort, plus aigu, comme s'il essayait de lui crier dessus. Elle le regarda une fois, les yeux froids, et murmura « Tais-toi, stupide bête !» Mais Tambo n'écouta pas. Il grogna bas et profondément, ses yeux fixés sur elle comme s'il savait exactement ce qu'elle avait fait. Quand la porte s'ouvrit légèrement, il s'élança. Il ne perdit pas une seconde. Il courut sous la pluie, à travers les chemins étroits, passant devant les huttes et les fermes. Son nez le guidait, suivant l'odeur de la terre, de la sueur et de la peur. C'était Ishia. Il pouvait la sentir, faiblement, mais toujours là, vivante. Tambo ne s'arrêta pas de courir, même lorsque des épines lui coupèrent les pattes ou que la boue le ralentissait. Le vent hurlait, et la pluie fouettait son pelage, mais il continuait, plus vite, plus fort, mu par un amour pur. Au fond de la forêt, il atteignit une clairière. Il s'arrêta, renifla et tourna en rond. Puis il commença à creuser.
Ses pattes s'envolaient dans la terre humide, projetant la boue derrière lui. Il aboyait et gémissait entre deux coups de patte. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait sous la panique. La terre était molle, mais profonde. Il creusait comme si son cœur se brisait, comme s'il courait contre le temps. Son pelage devint brun de boue, et du sang coulait de ses pattes, mais il ne s'arrêta pas. Des minutes passèrent, puis des heures. Tambo continuait de creuser, criant encore et encore dans la nuit. Ses aboiements résonnaient dans la forêt comme un cri désespéré. Et puis, il sentit quelque chose. Sa patte toucha quelque chose de doux. Il se figea. Puis il creusa plus prudemment, plus rapidement. Une petite main apparut dans la terre. Froide, mais pas rigide. Il la lécha. Puis un faible souffle sortit de sous la terre. Ishia. Elle était toujours vivante. Tambo aboya plus fort que jamais. Des hurlements longs et aigus qui résonnèrent à travers les arbres. Il creusa encore, dégageant la terre de son visage, de sa poitrine. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres pâles, mais sa poitrine bougeait lentement, faiblement. Elle respirait. Tambo lécha son visage, gémit, poussa son corps, essayant de la réveiller. Ishia bougea légèrement, un faible gémissement s'échappant de ses lèvres. C'était un son de vie. Tambo cria encore, plus fort, espérant que quelqu'un, n'importe qui, l'entende. Loin de là, un berger qui passait par là s'arrêta. Il entendit les aboiements, et quelque chose dans ce son n'était pas normal. Il suivit le bruit, pas à pas, jusqu'à atteindre la clairière. Là, il se figea. Un chien boueux et ensanglanté se tenait au-dessus d'une petite fille à peine vivante, à moitié enterrée dans une tombe peu profonde. Et c'est alors que l'orage éclata enfin. Pas seulement dans le ciel, mais dans le cœur du village qui allait bientôt découvrir la vérité. Un chien avait accompli ce qu'aucun humain n'avait pu faire. Il avait déterré l'amour d'une tombe. L'air froid enveloppait Ishia comme une couverture fine et cruelle. Son petit corps tremblait dans la terre humide. Sa respiration était faible. Chaque souffle était une lutte entre la vie et la mort. Mais alors, un miracle se produisit. Une inspiration aiguë s'échappa de ses lèvres. Sa poitrine se souleva lentement. Elle était vivante, enterrée, brisée, mais respirant. Tambo gémit plus fort, léchant son visage, poussant son épaule. Sa queue ne remuait pas. Ce n'était pas de la joie. C'était de la panique, de l'amour, de la peur, tout se mélangeant dans un cri désespéré pour obtenir de l'aide. Il aboya encore et encore, se tenant au-dessus d'elle comme un soldat protégeant une reine. La boue couvrait son pelage. Le sang tachait ses pattes, mais il s'en moquait. Rien d'autre ne comptait maintenant, sauf elle. Les doigts d'Ishia frémirent. Ses yeux s'ouvrirent une fraction de seconde. Tout semblait flou, comme un rêve douloureux. La pluie tombait doucement sur son visage, et le son de la voix de Tambo la ramenait de l'abîme. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Elle pouvait à peine lever la tête. Ses petits doigts cherchèrent à le toucher. Et quand elle sentit son pelage humide, elle ne se sentit plus seule. Non loin de là, un berger nommé Beau rentrait chez lui avec ses chèvres. L'orage l'avait retardé, et il était fatigué. Mais alors, il entendit quelque chose d'étrange. Un chien aboyant, fort et urgent. Ce n'était pas un aboiement normal. On aurait dit quelqu'un qui suppliait pour de l'aide. Curieux et inquiet, Beau suivit le son à travers les arbres. Plus il s'approchait, plus les aboiements devenaient forts. Et puis, dans une petite clairière, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Il vit un chien, boueux, tremblant, aboyant comme si son cœur se brisait. Et à côté de lui, à moitié enterrée dans la terre, une petite fille. Beau lâcha son bâton et courut. « Mon Dieu !» cria-t-il. « Que s'est-il passé ici ?» Il tomba à genoux à côté d'Ishia et commença rapidement à dégager la terre restante. Son visage était pâle, ses lèvres froides, mais elle était vivante. Il pouvait sentir le faible battement de son cœur. « Reste avec moi, petite » murmura-t-il. « Tu es en sécurité maintenant. » Tambo recula légèrement, regardant avec de grands yeux, son corps entier tremblant d'épuisement et d'émotion. Beau enleva son châle et l'enroula autour du petit corps d'Ishia. Il la souleva doucement dans ses bras. « Tout ira bien », répétait-il, essayant de s'en convaincre lui-même.
Tambo suivit de près tandis que Bo se précipitait à travers la forêt, tenant Ishia contre sa poitrine. La pluie les trempait, mais personne ne s'arrêta. Pas avant d'atteindre le village. Les gens poussèrent des cris de stupeur en voyant Bo arriver, trempé, essoufflé, portant la fillette que tout le monde pensait disparue ou morte. Les voisins se rassemblèrent, choqués de voir Ishia couverte de boue, à peine consciente, avec un chien la suivant comme son ombre. Quelqu'un appela le guérisseur. D'autres apportèrent des couvertures chaudes et de l'eau propre. Pendant que le guérisseur vérifiait le pouls et la respiration d'Ishia, il leva lentement les yeux et dit « Elle est faible, mais elle est vivante. Elle s'est battue pour revenir. » Des larmes coulèrent sur les joues. Des mains se posèrent sur les têtes en signe d'incrédulité. Et Tambo, le doux et loyal Tambo, s'allongea enfin à côté d'elle, son corps se reposant maintenant que sa mission était accomplie. Personne ne pouvait expliquer comment elle avait survécu. Personne ne pouvait croire qu'un chien avait creusé une tombe. Mais elle était là, respirant, et il était là, à ses côtés. Ce n'était pas seulement de la survie. C'était un miracle né de la loyauté, de l'amour et du courage d'un cœur qui refusait d'abandonner. Le lendemain matin, le village de Ninde se réveilla avec le genre de nouvelles qui laisse une cicatrice à jamais. Les gens se tenaient en petits groupes, murmurant avec de grands yeux et des mains sur la bouche. L'histoire de ce qui était arrivé à la petite Ishia, comment elle avait été enterrée vivante dans la forêt et comment son chien Tambo l'avait déterrée, se répandit plus vite qu'un feu de broussailles. Au début, personne ne pouvait y croire. Cela ressemblait à une histoire du monde des esprits. Mais quand ils virent son corps faible soigné par le guérisseur, quand ils virent Tambo blotti à ses côtés comme un ange gardien, la vérité les frappa plus fort que le tonnerre. Les mères pleuraient. Les pères secouaient la tête, incrédules. Les enfants reçurent l'ordre de ne pas s'approcher de la maison de Morla. Tout le monde voulait savoir qui pouvait faire une telle chose et pourquoi. Il ne fallut pas longtemps avant que le nom de Morla ne soit mentionné. Certains se souvenaient de son regard toujours froid. D'autres se rappelaient avoir vu Ishia en vêtements déchirés ou marchant pieds nus sous la pluie. Quelques-uns se souvenaient même que Morla avait dit aux gens qu'Ishia était maudite. À l'époque, ils n'y avaient pas prêté attention. Mais maintenant, tout prenait sens. Quand les villageois allèrent la confronter, Morla était partie. Elle avait préparé un petit sac et essayait de s'échapper du village, ses yeux scrutant toutes les directions comme un animal piégé. Mais le destin ne la laissa pas fuir. Un groupe de fermiers la vit près des champs et l'arrêta. « Où vas-tu, Morla » demanda l'un d'eux. Elle bégaya « Je dois rendre visite à ma sœur. » Mais il était trop tard. La nouvelle s'était répandue. Tout le village la cherchait. Les gens commencèrent à se rassembler. Certains criaient, d'autres pleuraient. « Tu as enterré cette enfant vivante » hurla une vieille femme, pointant sa canne sur elle. « Tu as essayé de tuer ta propre belle-fille. » Le visage de Morla devint pâle. Elle tenta de se défendre, mais sa voix était faible. « Non, non, je l'ai fait par amour. Elle était maudite. Je sauvais son âme. » La foule resta bouche bée. Comment quelqu'un pouvait-il croire qu'enterrer un enfant était un acte d'amour? Mais Morla continuait à le répéter, la voix tremblante. Elle était trop belle, trop parfaite. Ce n'était pas normal. Elle apportait des choses étranges dans la maison. Je voulais juste la paix. Le chef du village s'avança. Sa voix était calme mais ferme. Ce que tu as fait n'était pas de l'amour. C'était de la haine déguisée en mensonge. Tu devras répondre de cela. Les jambes de Morla cédèrent sous elle. Elle s'effondra au sol, murmurant toujours la même excuse. C'était de l'amour. C'était de l'amour. Mais plus personne ne la croyait désormais, pas après ce qu'elle avait fait. Les mêmes villageois qui lui souriaient autrefois poliment la regardaient maintenant avec dégoût et incrédulité. Certains pleuraient ouvertement, pensant à la petite fille qui passait ses nuits dans une étable pendant que sa belle-mère dormait dans un lit chaud. Ce soir-là, les tambours de la justice résonnèrent. Des messagers furent envoyés en ville pour faire venir la police. Morla fut enfermée dans une petite hutte sous surveillance jusqu'à leur arrivée. Et partout dans le village, les gens répétaient la même histoire. L'histoire de l'enfant revenu de sa tombe et du chien qui refusa de la laisser mourir. Ishia, à peine éveillée, ne savait encore rien de tout cela. Mais la vérité allumait déjà des flammes dans le cœur de ceux qui étaient restés silencieux.
Et Morla, pour la première fois, n'avait plus de mensonges derrière lesquels se cacher. Le procès eut lieu sur la place du village, sous le vieux baobab où la justice avait toujours parlé. Les gens venaient de tous les coins de Ninde et même des villages voisins. Certains s'asseyaient sur des pierres, d'autres restaient debout en silence, les yeux fixés sur la femme qui les avait tous choqués. Morla, les mains liées, le visage pâle, mais pas de honte, seulement de peur, la même peur qu'elle avait autrefois infligée à une petite fille. Le juge, un ancien nommé chef Abio, était assis, un profond froncement de sourcils sur son visage marqué par le temps. Ses yeux avaient vu beaucoup de choses dans sa vie, mais jamais quelque chose d'aussi cruel. « Ce n'est pas seulement une affaire, » dit-il en ouvrant le procès. « C'est une blessure à l'âme de notre village. » Les témoins s'avancèrent. Des voisins qui avaient entendu Morla parler mal d'Ishia. Des commerçants qui avaient vu la fillette affamée et seule. Même le guérisseur du village qui avait soigné Ishia après qu'elle fut retrouvée. Ils racontèrent des histoires qui faisaient couvrir les bouches et secouer les têtes. Mais tout le monde attendait le moment qui comptait vraiment. Et puis, lentement, Ishia apparut. Elle marchait avec de l'aide, ses jambes encore faibles, ses mains tremblantes. La foule se tut. Même les oiseaux cessèrent de chanter. Son petit corps se tenait devant le juge, et sa voix douce, bien que faible, portait le poids des montagnes. Elle m'a dit qu'on allait faire une promenade surprise, commença Ishia, ses yeux ne quittant jamais le juge. Elle m'a donné du porridge, et je l'ai mangé parce que j'avais faim. Ensuite, j'ai eu sommeil. Je ne me souviens pas de grand-chose, seulement que le sol était froid et sombre. Je ne pouvais pas respirer. J'ai essayé de crier, mais personne ne m'a entendu. Seulement Tambo. Quelques personnes dans la foule pleurèrent ouvertement. Elle brûlait mes vêtements, continua Ishia, clignant lentement des yeux. Elle disait que j'étais maudite, mais je ne l'étais pas. Ma mère me manque, c'est tout. Le juge se pencha en avant, écoutant comme si chaque mot était de l'or. Je ne sais pas pourquoi elle me détestait. Je ne lui ai jamais fait de mal. Je voulais juste être aimée. Je voulais juste que quelqu'un me borde le soir. Mais elle m'a donné à la terre comme si je n'étais rien. Morla ne dit pas un mot. Sa tête était baissée, ses lèvres serrées. La foule attendait ce qu'elle dirait, mais elle restait silencieuse. Peut-être que ses mensonges s'étaient taris. Peut-être qu'elle voyait enfin ce qu'elle avait fait. Ou peut-être que, pour la première fois, elle ressentait la froideur de son propre cœur. Le chef Abio prit une profonde inspiration. « Ce que j'ai entendu aujourd'hui, dit-il lentement, n'est pas seulement un crime. C'est la plus sombre trahison de la maternité. Une femme à qui on a confié la vie d'un enfant a choisi de la prendre. Ce tribunal ne peut ramener ce qui a été perdu, mais il peut dire la vérité. » Il regarda Morla. « Tu as enterré une enfant innocente vivante et la laissé mourir. Ce n'était pas un accident, pas une confusion. C'était de la cruauté. » Il se tourna vers Ishia. « Et toi, petite, tu es l'âme la plus courageuse que j'ai jamais vue. » Sur ce, le procès se termina. Les gens se levèrent dans un respect silencieux alors qu'Ishia était aidé à s'éloigner. Certains l'appelaient un miracle. D'autres l'appelaient une lumière. Mais tous étaient d'accord, ces mots avaient ébranlé même les cœurs les plus durs. Quant à Morla, elle fut emmenée en silence, entourée de gardes. Il n'y avait plus d'excuses, plus de faux-semblants, seulement la justice. Et bien qu'Ishia ait encore un long chemin à parcourir, ce jour-là, sous le baobab, elle prouva que même la plus petite voix pouvait tout changer. Quand le jugement final arriva, l'air du village semblait lourd. Toute la communauté resta immobile alors que le chef Abio éleva la voix et annonça « Morla est condamnée à la prison à vie sans possibilité de liberté. » Des exclamations remplirent l'air. Certains hochèrent la tête avec soulagement, d'autres pleurèrent doucement. C'était la justice, mais une justice déchirante. Morla ne cria pas, ne pleura pas. Elle baissa simplement les yeux alors que les gardes l'emmenaient. Personne ne lui fit signe d'adieu. Personne n'eut pitié. Les gens avaient vu le mal dont elle était capable, et ils ne pouvaient l'oublier. Pour le reste de sa vie, elle resterait derrière les barreaux. Non pas parce que le village la haïssait, mais parce qu'Ishia méritait la paix. Ishia ne regarda pas sa belle-mère être emmenée. Elle se reposait sous le grand manguier devant sa nouvelle maison, celle de sa tante. Sa tante, Mamaki,
était une femme gentille aux mains douces et au rire chaleureux. Elle accueillit Ishia comme son propre enfant, la serrant dans ses bras chaque soir, lui murmurant des histoires pour l'aider à dormir et préparant du porridge sucré le matin, comme sa mère le faisait. Au début, Ishia était silencieuse. Les cauchemars ne s'arrêtaient pas facilement. Elle se réveillait en sueur, serrant sa couverture, le cœur battant. Mais Mama qui était là, la tenant dans ses bras, disant « Tu es en sécurité maintenant, mon enfant. Plus personne ne te fera de mal. » Jour après jour, Ishia recommença à sourire. Elle se mit à dessiner, à écrire, et même à chanter doucement en aidant à la cuisine. Ses blessures étaient profondes, mais l'amour commença à les recoudre. Et Tambo, oh, Tambo, le village ne pouvait s'arrêter de parler de lui. Les gens venaient juste pour voir le brave chien qui avait sauvé une enfant d'une tombe. Les enfants le suivaient, essayant de lui donner des biscuits ou de lui attacher des rubans autour du cou. Les anciens du village racontaient son histoire lors des rassemblements du soir. Les enseignants en parlaient à l'école. Si vous voulez savoir à quoi ressemble la loyauté, dit un enseignant, regardez Tambo. Il reçut un nouveau collier avec des perles dorées. Le village fabriqua un siège en bois spécial pour lui devant la maison du chef. Les gens l'appelaient Tambo le Brave, et chaque fois qu'il remuait la queue, c'était comme si l'espoir dansait dans l'air. Ishia et Tambo redevinrent inséparables. Il dormait à côté de son lit, l'accompagnait à l'école et attendait dehors jusqu'à son retour. Ils étaient plus que des meilleurs amis. Ils étaient des survivants. Ils avaient regardé la mort en face et étaient revenus à la vie ensemble. Les mois passèrent, et le village guérit lentement avec eux. Les parents devinrent plus protecteurs envers leurs enfants. Les gens devinrent plus gentils. Même les étrangers se penchaient pour demander à Ishia comment elle allait. La douleur qu'elle avait traversée devint une leçon pour tous. Un après-midi ensoleillé, l'école organisa une assemblée spéciale. Le directeur se leva et dit « Aujourd'hui, nous honorons non seulement une fille courageuse, mais aussi un ami loyal. Puissions-nous tous être aussi forts qu'Ishia et aussi loyaux que Tambo. » Et sur ces mots, ils dévoilèrent une petite statue, une fillette tenant la main d'un chien, au centre de la cour de l'école. Ishia la regarda et sourit. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait pas besoin que Morla souffre davantage. Elle avait sa vie, sa liberté, sa voix, et surtout, elle avait de nouveau de l'amour. Et cela suffisait. Des années passèrent, et la petite fille autrefois enterrée vivante devint une femme forte et confiante. Ishia n'était plus l'enfant effrayé qui se cachait de la douleur. Elle devint quelqu'un qui se tenait debout pour les autres, en particulier les enfants qui souffraient en silence comme elle l'avait fait. Les gens commencèrent à l'appeler la voix des sans-voix. Elle se mit à visiter les écoles, partageant son histoire, non pas pour effrayer, mais pour donner de l'espoir. Les enfants écoutaient en silence, les yeux écarquillés, apprenant comment elle avait survécu à la pire nuit de sa vie. Elle parlait toujours avec chaleur, jamais avec colère. Ses mots touchaient les cœurs. Certains pleuraient, d'autres applaudissaient. Beaucoup l'enlaçaient après ses discours, murmurant « Tu m'as donné du courage ». Elle travaillait également dans les tribunaux, aidant à rendre justice aux enfants maltraités. Elle se battait pour des lois visant à les protéger. Les juges la respectaient. Les parents la remerciaient, et même des responsables gouvernementaux l'invitaient à parler. Mais Ishia n'oubliait jamais d'où elle venait. Elle portait toujours une photo de Tambo dans son sac. Son héros, son ange à fourrure. Dans chaque discours, où qu'elle soit, Ishia terminait par les mêmes mots. Elle faisait une pause, regardait la foule et disait doucement « Même dans la tombe la plus sombre, la lumière vous trouvera si l'amour creuse pour vous. » Ces mots restaient dans l'esprit des gens longtemps après qu'elle avait fini de parler. Parce que ce n'étaient pas seulement des mots, c'était une preuve que la douleur n'a pas à être la fin. Que l'amour, même celui d'un chien, peut sauver une vie. Et que chaque enfant, peu importe à quel point il est oublié, mérite d'être vu, entendu et sauvé.